Le mot rallye prend ses racines dans un mot anglais qui signifie rassembler. De ce verbe est né un nom, celui d'une compétition, où on doit rallier un point X dans un délai Y après avoir satisfait à certaines épreuves. Le rallye est aussi une passion à l'état pur, une école de courage et d'entêtement pour techniciens funambules ou merveilleux fous roulants. La voiture, pour moi, c'est une joie, c'est une possibilité d'aller aux limites de ce que je peux faire, et de ce que peut faire la voiture. Pour moi, je vis dans une voiture, tu vois. Je suis heureux dans ma voiture et c'est quelque chose de précieux, qu'on doit aimer, parce qu'on aime conduire. C'est une question à laquelle je n'avais pas réfléchi encore. Une voiture, c'est un moyen d'assouvir ma soif de compétition, parce que j'aime bien me battre dans la vie, puis me mesurer. Et puis que j'aime l'automobile. Lorsqu'on lit les notes le jour de la course, on regarde le cahier, mais on regarde quand même la route. Si on prend, mettons, le Turini, fait 24 km, bien 24 km, eh bien, les faire sans enlever les yeux du cahier, je crois que personne ne serait capable de faire 10 km sans être malade. Il faut savoir regarder la route pour sentir le virage qui va venir, pour sentir le dos d'âne, évidemment, il faut avoir l'entraînement de jeter un œil sur la route tout en regardant le cahier pour voir la note suivante. Monte-Carlo ou le cahier des charges. L'épreuve comprend le parcours de concentration, itinéraire varié, un parcours commun, une épreuve complémentaire. Les différents itinéraires seront découpés en étapes par les contrôles horaires visés à l'article 23. Sur certaines étapes, les organisateurs pourront placer des contrôles de passage, voire article 24, pour s'assurer que les concurrents empruntent bien l'itinéraire prévu. Les concurrents devront effectuer le parcours en passant successivement et dans l'ordre indiqué aux différents contrôles horaires et de passage. Ils devront se conformer aux temps qui leur sont impartis pour parcourir les distances séparant les contrôles horaires successifs. Il est rappelé aux concurrents que pour réaliser la vitesse moyenne imposée entre deux contrôles horaires, ils ne doivent pas dépasser une vitesse moyenne plafond excédant d'un tiers la vitesse moyenne imposée. En cas d'infraction aux règles de la circulation, les agents ou fonctionnaires ayant constaté les délits devront détacher de la couverture du carnet de route un feuillet prévu à cet effet. Si le carnet est amputé d'une feuille, il sera appliqué une pénalisation de 300 secondes. S'il est amputé de 2, le concurrent sera mis hors course. Le classement est obtenu par addition, petit a, des pénalisations encourues au cours des étapes pour non-respect de la moyenne. Petit b, des pénalisations appliquées à l'occasion des contrôles techniques. Petit c, des secondes résultant des épreuves à moyenne spéciale chronométrée. Les départs seront donnés dans l'ordre croissant des numéros, la voiture ayant le plus petit numéro partant la première, avec un intervalle d'1 minute entre chaque voiture inscrite. Pour tout écart sur l'heure d'arrivée à un contrôle, les concurrents seront pénalisés à raison de 30 secondes par minute pour le parcours de concentration, 60 secondes par minute pour le parcours commun et l'épreuve complémentaire Monaco-Monaco. À la fin de chacune des 3 épreuves, les voitures seront soumises à un contrôle technique rigoureux. Total de kilomètres à parcourir, environ 5600 en 5 nuits et 3 jours, soit un temps moyen au volant de quelques 96 heures. Tout est prêt? Allons-y. Musique, s'il vous plaît. Chaque époque, depuis l'hiver 1911, date de naissance du Monte-Carlo, a eu ses héros et ses sorciers. Il fallait sans doute beaucoup de témérité et un gros grain de folie pour se lancer de Saint-Pétersbourg, de Paris ou d'Athènes et tenter de rejoindre la Méditerranée sur des chemins disparaissants sous des congères battus par les vents. On ne glissait pas ainsi, on cheminait, en utilisant quelques trucs qui allaient devenir légendaires. Le premier chauffage, grâce à un pot d'échappement qui traverserait l'habitacle. Les premières chaînes, enroulées autour des roues, échangées une nuit de tempête contre une poignée de louis d'or. Et puis, à force de découvrir des sensations, on inventa le pilotage, avec une définition très britannique dans l'humour des célèbres carnets du Major Thompson. Piloter, c'est aller le plus vite possible dans des passages où l'on devrait aller lentement. Alors, petit à petit, le pilotage devient une affaire d'esthète. Ce qui était dérive incontrôlée ou dérapage heurté se fait trajectoire idéale, glisse magique, royaume des Frentards.
Conduire ainsi est sans doute un don, mais comme tous les dons, celui-ci est aussi perfectible par le travail et une bonne dose de feeling. Le rallye reste encore une aventure, y compris sur l'asphalte. Mais comme le temps n'est plus aux aventuriers solitaires, il s'est doté d'une véritable armée des ombres qui, jour et nuit, veille sur les pilotes. Au fil des années sont nés des ateliers éphémères, dans l'obscurité, servis par d'anonymes voltigeurs. L'assistance, devenue nécessité, se professionnalisera vers la fin des années 60. Bientôt, on va sauter le pas et inventer le championnat du monde des rallyes parce que le rallye est devenu populaire. Franchi 3 fois dans la dernière nuit de Monte-Carlo, le fameux col du Turini est devenu le plus grand stade son et lumière de la course automobile. Juge de paix, épreuve de vérité, le Turini est une grand-messe dont l'ambiance rappelle celle des grands stades de football. Darniche, Terrier, Vinatier, Andruet, Nicolas vont y écrire les refrains du défi français avec la course en bleu des Alpines Renault. Elles ne pesaient même pas 700 kg, les petites 1600 S, et leurs 170 chevaux semblaient les faire rebondir d'un virage sur l'autre. 20 ans de recherche s'étaient écoulés depuis que Jean Redley avait eu cette idée géniale de concevoir une vraie voiture de course avec des éléments de série empruntés à l'une des voitures les plus populaires de tous les temps, la 4 chevaux Renault. 20 ans, et tout au bout, un titre de champion du monde avec 7 victoires dans la même année. Des triplés en Corse et à Monte-Carlo avec une voiture historique. Un jouet sympathique, unanimement applaudi, y compris aujourd'hui par une génération qui ne l'a jamais vu qu'en images. Mais la course se fait minotaure. Plus elle devient rapide, sérieuse, technique, plus elle consomme en quelques saisons ses reines de la route. La génération Alpine Renault à peine retraitée, voici que surgit une bombe secrète, la Renault 5 Turbo. Une silhouette affectionnée, celle de la Renault 5, mais avec un gros ventre boulimique et 265 chevaux bien en équilibre dans les 900 kg de cette nouvelle machine de guerre. Pour la faire courir, Renault a mis un lutin dans son siège baquet. Jean Ragnotti, l'acrobate poids-plume, va très rapidement venir brouiller les cartes du rallye dès son premier bout d'essai en Corse. La manche française du championnat du monde, dite aux 10 000 virages, est un somptueux baptême pour la nouvelle-née qui, plus tard ici même, jouera de son rapport poids-puissance sur ces petites routes étroites en surplomb ou qui zigzaguent dans des villages étonnés. Pour l'heure, la Renault 5 Turbo en est à son apprentissage, celui qui la mènera sur les podiums de victoire des années 80. Pour l'heure, son jeune âge est sans pitié. C'est celui inévitable des péchés de jeunesse. Le défi Renault repose sur la puissance et la vivacité. Le professionnalisme de l'équipe est à l'image de son pilote. Une certaine décontraction qui n'exclut ni le sérieux ni l'application. Le chemin prometteur qui la conduira à son premier succès mondial n'est plus très loin, même si les premières heures semblent les plus longues. Pour entrer dans le club fermé des grands du rallye, Renault s'est donc donné les moyens de ses ambitions. Dès les premiers tours de roue, le public a très vite compris que la petite et agile 5 Turbo bousculerait un jour la hiérarchie des Porsche, Lancia ou Audi. Ça c'est beau ça. Hein?
Mais il faudra de la patience, surtout lorsque les débuts sont encourageants et qu'ils rendent une première déception un peu plus amère. Si tu mets la clé verticale et que tu tapes sur le grand bout de la clé avec le marteau, ça va donner des chocs, ça devrait se desserrer. Il faut essayer de taper avec un truc qui est plus lourd que le marteau, parce que le marteau c'est un marteau minuscule. Jean-Marc, tu m'entends? Oui, 4 sur 5. Ça marche alors? Bon, bah bravo quand même. Bravo de l'avoir ramené si belle. C'est con, hein. Ouais, c'est Monte Carlo là. On aura Monte Carlo. Allez, je ferme, hein. Et en effet, Renault, chaussant ses bottes de 7 lieues, aligne la 5 Turbo au Monte Carlo de 1980. La neige est au rendez-vous, mais ce n'est pas ce que craint le plus Ragnotti. Ce qu'il craint, c'est plutôt l'aisance d'Hannu Mikkola sur son Audi Quattro. Cette grosse bête à l'allure de tank à 4 roues motrices va faire un malheur dès la première étape. Le verdict tombe, le Finlandais volant relègue à 6 minutes la petite Turbo 5 et la Porsche de Jean-Luc Terrier. Malgré ce handicap, Jean Ragnotti rassemble ses forces et part à la poursuite de l'Audi Quattro. 20 mètres gauche moyen, 30 mètres gauche dur, gauche moyen, 30 mètres gauche dur, 50 mètres gauche moyen ferme, 50 mètres gauche moyen ferme, et droite à fond plus, gauche à fond plus, 80 mètres, gauche moyen, 80 mètres, gauche moyen. La deuxième partie, la plus longue, commence dans l'appréhension pour Ragnotti et l'équipe Renault. Il y a en effet le mauvais souvenir d'un Tour de Corse à demi réussi ou à demi raté par une courroie d'alternateur et d'un Tour de France automobile à l'automne 80 qui s'est soldé lui aussi par un abandon. Aussi y a-t-il comme une certaine pression sur le turbo de la petite Renault. En outre, peu de gens savent que l'équilibriste Ragnotti doit se battre avec un moteur dont le temps de réponse est de 1 seconde et demie. Les choses vont se précipiter dans la deuxième étape lorsque Hannu Mikkola sort brutalement de la route. Une bagarre phénoménale éclate alors entre la Porsche de Terrier et la R5 Turbo. La voiture allemande a 3 minutes d'avance quand elle rentre à Monte Carlo avant le terrible parcours final. L'affrontement s'annonce prometteur. Hélas, il n'aura jamais lieu sur ce terrain presque sec qui devient idéal pour la Renault. Des spectateurs irresponsables provoquent la sortie de route de Terrier en le piégeant dans le Turini. La Renault 5 réussit à repousser les assauts répétés de la Talbot de Fréquelin et Todd et gagne à Monaco. Quel chemin parcouru depuis l'apparition du petit monstre. Quelle carrière aussi que celle qui couronnera cette voiture dès l'année suivante en Corse et sur ce même terrain 3 ans plus tard encore. La Renault 5 Turbo sera la voiture passion de bon nombre d'amateurs qui la bichonneront et se feront plaisir jusqu'à la dernière année de course de ce type de voiture en 1986. La R5 a donc gagné son pari à l'image de son succès corse de 1982. Faire sa grande place parmi les grands
sur la plus haute marche entre la Ferrari d'Andruet et la Porsche de Béguin. La Renault 5 Turbo appartient désormais à l'histoire du sport automobile. En quelques mois, elle est devenue le coup de cœur de tous ceux qui souhaitent courir en championnat de France ou d'Europe. Agile, maniable, efficace, elle devient aussi populaire que la célèbre berlinette. En fait, Renault a réussi une opération séduction égale à celle de la R8 Gordini. En un temps record, la R5 Turbo est devenue populaire parce que sympathique, à l'image de la voiture de série dont elle s'inspire. Un jouet sérieux pour grands enfants, appliqué à faire du sport de haut niveau. 100 mètres, droite à fond, 400 mètres. 400 mètres, gauche à fond. 100 mètres, bosse 110, saute, 300 mètres. 300 mètres, long gauche à fond. Long gauche à fond. Le défi français continue. Quelques mois après le succès de la Renault 5 à Monte-Carlo, Peugeot annonce la couleur. Ce sera la petite Lionne 205 qui se fera très vite les griffes sur les routes du championnat du monde pour le gagner, puis qui transmettra le bâton du relais à sa grande sœur 405 pour aller remuer les sables du Paris-Dakar et aussi relever un autre défi, celui-ci américain, de la plus célèbre course de côte du monde, la Pikes Peak. Ici, on touche le ciel avec la tête. Le soleil, la terre, la poussière amènent le dieu pilote Vatanen à ne plus compter que sur lui-même à 3000 mètres d'altitude. Vertige effrayant de l'absolu de la course, devenu entre ciel et terre comme une troisième dimension.
Berlinette, R5 Turbo, 405 Turbo 16, 3 voitures de légende qui resteront à jamais gravées dans l'histoire des rallyes.